Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio pour le 10h midi avec l'actualité du jour. On en parle et on essaye de se mettre d'accord autour de Mehdi Raich, analyste politique. Bonjour Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Jean-Luc, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Jérôme Dubu, membre de Pôle Idées d'Horizon. Bonjour. Et Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. On va revenir sur les drapeaux en berne. Petite polémique autour de la décision du Premier ministre de mettre les drapeaux en berne pour la mort du pape, une laïcité à géométrie variable, les attaques contre les prisons et contre les agents pénitentiaires. Bruno Retailleau évoque 65 faits depuis 10 jours, les économies budgétaires avec cette question toujours autour de la suppression de l'abattement fiscal de 10% des retraités, et puis François Bayrou bouleversé par le témoignage de sa fille, c'est à lire dans Paris Match, sa fille qui raconte qu'elle a été victime, sa fille qui a 54 ans aujourd'hui, 53 ans, et qui raconte qu'elle a été victime de violences à Bétarame, qu'elle ne l'a jamais dit à ses parents. Bref, nous en parlerons avec vous. Jean-Luc, on va commencer avec vous. C'est l'actualité également avec le président de la République qui est à Mayotte, enfin qui était à Mayotte. Oui, c'est une histoire sans fin. Ouais. À Mayotte, il serait bon que les promesses faites par les différents ministres ou le président d'aider vraiment Mayotte et la population vivant à Mayotte sur la reconstruction, sur l'aide aux entreprises, sur l'aide aux écoles. Alors, on a l'impression de toujours retourner à la même histoire. Alors là, il annonce 3 milliards. Mais quand on regarde et quand on écoute les Mahorais sur place, les bidonvilles ont été reconstruits, se sont reconstruits à l'identique. Beaucoup d'écoles ouvrent 1, 2 jours, 3 jours par semaine, mais jamais à plein temps. Les moyens d'aide aux différentes entreprises, commerces et autres, sont toujours en attente. Alors je ne mets pas l'État responsable de tout par rapport à ça, parce que par exemple, il y a des histoires d'assurance qui n'arrivent jamais, ou qui arrivent très lentement pour la reconstruction. Enfin voilà, c'est... et pour finir, on n'avance toujours pas sur un accord réel entre les différentes îles des Comores et Mayotte pour éviter l'arrivée successive de dizaines de milliers, de milliers de personnes venant chercher un peu d'aide, enfin beaucoup d'aide d'ailleurs, sur l'île de Mayotte. Voilà, c'est facile à dire, je le conçois, ce que je dis, la réalité est plus difficile. Mais enfin, je termine là-dessus, on a quand même fait de Mayotte un département français. Oui, donc il faut assumer... Et si c'est un département français, il devrait avoir les mêmes aides que les départements français avec la même rapidité. Oui. C'est un département qui exige beaucoup plus d'aide qu'un département français, au contraire. C'est ça la difficulté, si je peux me permettre. Si. Oui. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'aide dans ce cas-là. Qui exige beaucoup plus d'aide. Oui, mais dans le cas précis, je crois que Jean-Luc a raison. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'effectivement, c'est récurrent. Ça fait des années que ça dure. La départementalisation n'a rien changé. Non. Les rapports avec les Comores sont très dégradés et ils nous mettent, passez-moi l'expression, une gifle à chaque fois qu'on tend la joue droite. Et ils nous mettent une gifle sur la joue gauche parce qu'ils ne respectent rien. Donc on a l'impression qu'effectivement c'est sans fin et que ça va durer des années, que la situation va se dégrader, que la vie, l'hygiène, la vie économique, la vie sociale à Mayotte devient insupportable et on continue à accueillir des tas de gens qui viennent des Comores. Accueillir, c'est de l'immigration illégale. En fait, non, il y a une partie légale puis il y a une partie illégale. Tu as raison. C'est ça le problème. J'ai compris ce que disaient les Mahorais eux-mêmes. J'ai l'impression qu'on ne maîtrise rien, alors que c'est quand même pas un territoire très compliqué, c'est pas un territoire très difficile. Alors, c'est un territoire qui a beaucoup souffert récemment, bien évidemment, mais sur le fond, c'est pas un territoire particulièrement compliqué. Voilà. Il n'y a quand même pas d'industrie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de richesse endogène. Il est compliqué. Quand on entend ceux qui vivent là-bas raconter les problèmes d'eau, les problèmes de violence, c'est quand même un territoire particulier. Oui, mais parce qu'on ne prend pas
les sont un peu affaires des en main. oubliés de la République. Hein. On prend pas Généralement, les affaires en dom-toms, main. Mais comment vous ce sont voulez des prendre les oubliés. affaires en main? Enfin, Déjà c'est- avec les Comores, il faut arrêter cette espèce de jeu de dupes. Enfin, ils se moquent de nous. Oui, c'est vrai. Là-dessus, Bon, oui. c'est pareil avec l'Algérie. Hein, si on commence à prendre c'est pas- c'est très différent dans avec les l'Algérie. relations. Non, mais c'est un sens des priorités. Ouais. Et une auditrice a raison. Elle dit pour envoyer de l'argent à Mayotte, il faut 3 ans, mais en Ukraine, il n'y a aucun délai. Je veux dire, il y a un moment. Non, mais ça peut paraître populiste, c'est mais. un petit peu simpliste. Mais bah, bon. oui, mais quand on cherche de Bah oui, l'argent, mais on en bon, trouve. Quand on cherche de l'argent, on en trouve. Non, mais on L'analogie envoie de est l'argent pas à Mayotte. si- Il est mal l'analogie est pas utilisé, si c'est mauvaise tout. que ça. Pardon? L'analogie est pas si mauvaise Non, que ça. l'analogie c'est n'est que- pas si mauvaise que ça. Elle est pas, bon, on pourrait dire Oui. que c'est caricatural, mais il y a quand même un fait, c'est qu'on a l'impression que c'est toujours un étel recommencement ce Ouais. qui se passe à Oui. Mayotte. Il y a une Ah oui. catastrophe, Ouais. tout le monde est là pour Et que pleurer. les relations avec les Comores, Pardon. les îles comoriennes et les Comores, n'avancent pas une seconde. Non. Oui, c'est pour ça qu'on est toujours dans une On les situation aide, qui s'enlise on fait de depuis l'aide 10, au 20, 30 développement aux ans. Comores aussi. Très Oui, bien, je bien suis sûr. d'accord. Mais dans ces cas-là, il faut que l'échange choisi Soit respecté, parce qu'il y a de l'argent. qu'il y ait une surveillance réelle. On ne peut pas. Une île comme Mayotte, d'ailleurs, aucune île peut accueillir des centaines, des milliers de personnes sans avoir été autorisé. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ouais. Et ça ne cesse d'arriver. Tous les 50% Mahorais- des gens sur Mayotte, c'est ce qu'on disait. 50% des gens sur l'île sont illégaux. Donc c'est un problème. Médier, pour terminer. Non, mais je suis d'accord avec, je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que je me répète, mais c'est toujours l'éternel recommencement. Oui, mais c'est ce qu'on dit Catastrophe. tous. Ouais, c'est ce qu'on dit plein. tous, ouais. C'est ce On qu'on se dit plaint, tous. tout le monde est là pour pleurer, c'est catastrophe sanitaire sur catastrophe sanitaire. Le président ou le ministre des Affaires Oui, Outre-mer seront y sur va. place, Voilà, puis après, ça recommence 10 ans constate, après. Macron nous dit qu'il va mettre un rideau de fer entre les Comores et Mayotte. Super. D'abord, l'expression est pas très bonne. Non, pas très. Premièrement, et deuxièmement, parce que ça rappelle de mauvais souvenirs. Non, pas Et terrible. deuxièmement, on sait très bien que ce ne sera pas un rideau de fer, qu'il n'y aura pas de rideau de fer, Mais non, qu'il n'y aura c'est- rien du tout, que ça non. va continuer. Alors, C'est très très près les îles comoriennes sont extrêmement près et pas si dangereuses que ça, me semble-t-il, en mer. Sinon, on entendrait parler de Bien sûr, centaines de morts dans la traversée. Il y a un problème, pour moi, réel de négociation et de taper du poing sur la table sur maintenant on veut de vraies négociations avec les Comores et on dit maintenant ça va, on peut accueillir un certain nombre de gens, on peut pas accueillir l'ensemble des îles comoriennes. Enfin, Il y a aussi le un autre rapport- problème, c'est que c'est aussi, j'aime pas trop cette expression, mais un problème de volonté politique. Oui. Je pense que Bah personne oui, ne oui. veut s'attaquer à ce D'accord, problème, personne. parce que le problème est vraisemblablement assez complexe par moment. Et il y a... C'est loin. Oui, C'est très loin. Mais c'est très effectivement loin, et 3, finalement, bon, bah, allez, laisse 3 tranquille. milliards sur 6 ans. Pourquoi 6 ans? Enfin, je veux dire, il y a une urgence totale avec des gens qui n'ont plus d'eau, qui vivent dans des conditions sanitaires effroyables, avec une insécurité épouvantable. Il y a une urgence. Effectivement. Et quand il s'agit de Mayotte, moi je n'écoute quasiment que la députée Stay Youssoupha. Oui, qui est formidable. qui est Ouais. extraordinaire. Qui est Ouais. sur ce Il se sujet. bat de manière incroyable. Ouais, pour Ouais. le coup, elle a vraiment. Elle aurait dû être ministre des Outre-mer. selon moi. Gilbert, un coup de gueule. Ah bah oui, bah, parfait. Alors moi, merci. On passe de Mayotte sans transition, comme dirait bah l'autre. oui. Bah, Je c'est vais le vous parler du budget et des idées farfelues de certains parlementaires, si vous me permettez, pour faire des économies. Alors, dernière en date, c'est l'amendement déposé par LFI avec quelques soutiens du RN pour supprimer, alors l'acronyme c'est HCERS, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il ne vous a pas échappé que je maîtrise un peu ces sujets. Une autorité qui, comme son nom l'indique, permet d'évaluer les formations, les établissements français dans un cadre européen, en cohérence avec les standards de qualité internationaux. Alors, selon le député à l'origine de cette initiative, le HCERES est un outil bureaucratique d'évaluation qui introduit des logiques de gestion néolibérale dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, ce qui est plutôt faux, puisque le rôle de cette instance serait plutôt de favoriser une meilleure lisibilité et plus de transparence dans les formations, avec un rôle d'assurance qualité utile pour la reconnaissance des diplômes au niveau international. Il faut savoir, tout ça s'inscrit dans un cadre international. Alors, au moment où vous voulez réguler l'enseignement supérieur privé, c'est un peu paradoxal de supprimer une autorité de régulation. Alors, j'ajoute qu'au fond, et c'est le génie de ce député à l'origine de ce texte lunaire, l'économie réalisée, elle est de combien ? 24 millions d'euros, ce qui est absolument génial. Ils ont passé un temps fou pour proposer d'économiser, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs. Alors ridicule au regard des besoins d'économie nécessaires, mais surtout très dangereux de laisser notre enseignement supérieur sans boussole. Un pays qui supprime son agence d'évaluation envoie un signal extrêmement négatif sur la rigueur de son système universitaire, sachant qu'en plus le HCERS évalue pour le compte d'autres pays les systèmes. Alors bien que l'amendement n'ait pas été adopté parce que ça doit passer au Sénat,
Ça a été fait. Le ministre de l'Enseignement supérieur et toutes les institutions d'enseignement supérieur sont vent debout sur ce texte. Puis franchement, il serait temps de s'attaquer aux vraies dépenses, on les connaît, et pas de la roupie de Sansonnet, comme dirait l'autre. 24 millions, on va pas aller loin. Oui, mais enfin, est-ce que ça fait pas partie d'un ensemble de choses à revoir quand on parle... À revoir, tout est à revoir, Valérie, je suis d'accord, et peut-être qu'il y a une certaine lourdeur, peut-être qu'il y a des process qui peuvent être, mais pitié, 24 millions, si on fait que par billet de 24 millions, les 100 milliards, on va avoir du mal à les trouver, même les 40 Je pensais qu'on parlait de l'administration Trump, mais non, on parle de LFI, comme quoi les extrêmes se rejoignent. Allez, on se retrouve dans un instant après les infos sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et je vous présente les débatteurs du jour. Mehdi Raich, analyste politique. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon. Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. Et vous collaborez également à la revue L'Hémicycle, dirigée par notre camarade Éric Revel. Drapeau en berne pour la mort du pape, une laïcité à géométrie variable, les attaques contre les prisons et les agents pénitentiaires, beaucoup de questions autour de ces attaques. Bruno Retailleau évoque 65 faits depuis 10 jours. Qui se cache, qui dirige ces attaques? On va revenir sur les économies budgétaires, les différentes pistes et en particulier la suppression de l'abattement fiscal de 10% des retraités. Et toujours l'affaire Betaram avec la fille de François Bayrou qui témoigne dans Paris Match, qui raconte qu'elle ne l'a pas dit à ses parents, mais qu'elle a été victime de violences dans cet établissement. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mehdi, vous vouliez revenir sur... Oui, sur les propos de Marine Tondelier et l'objectif d'abaisser le droit de vote à 16 ans. Alors, je trouve le sujet intéressant parce qu'on est entre... peut-être un sujet démocratique au fond, c'est un argument qui pourrait s'entendre, je dis bien si on pousse la logique jusqu'au bout, puisque l'argument qu'elle annonce, c'est en gros les jeunes subissent des politiques, donc la SNU, le pass culturel, et puisqu'ils subissent ces politiques publiques-là, ils devraient être en capacité de voter. Sauf que moi, je trouve l'argument particulièrement bancal, puisque dans ce cas-là, on pourrait faire voter des maternelles aussi. Parce qu'ils subissent la politique éducative. Donc l'argument, il est particulièrement bancal. On sait que les écologistes, ou de manière générale, certains partis de gauche sont en grande difficulté dans des mairies. Donc l'objectif est de faire voter ces jeunes-là dans les municipales. Et je trouve ça un peu stupide, excusez-moi l'expression, mais on en a parlé il y a 2 semaines, notamment du recul de la lecture. On voit un retour de l'esprit critique dans la société. Et je trouve ça même dangereux de faire le pari sur la jeunesse qui n'est pas encore totalement formée, qui n'a pas un sens civique totalement développé. Moi, je me souviens de la personne que j'étais à 16 ans, désolé, mais entre mes 16 ans et mes 18 ans, il y a une sacrée différence au niveau sensibilité politique. Et puis, c'est un pari cynique, puisqu'on parle d'1,5 ou 1,6 million de voix potentielles pour les mairies, tout en sachant que dans cette jeunesse-là, c'est essentiellement des personnes qui peuvent être très sensibles à des idées de gauche, mais qui peuvent très vite évoluer par la suite, même s'il y a une partie du Rassemblement national qui gratte beaucoup dans la jeunesse. Donc je trouve ça du populisme démocratique. Je vois bien derrière qu'il y a du cynisme électoral, même si le sujet pourrait être abordé. Ça pourrait être même si moi je suis contre le droit de vote à 16 ans. 18 ans, je trouve ça déjà jeune. Les descendants en dessous, je trouve ça compliqué. Voilà, je voulais mettre un petit éclairage dessus, parce que je trouve le sujet dont il est amené bancal. Mais parce qu'il y a un sondage qui vient d'être publié, donc je l'avais lu, qui disait que les jeunes ne se sentent pas du tout représentés par le monde politique, à 80%. Donc c'est une façon de surfer aussi sur ce chiffre qui démontre qu'ils ne se sentent pas entendus, pas écoutés. Et puis c'est vrai, je te rejoins, on est plus sensible à des idées un peu humanistes à 16 ans, et c'est plus porteur. Et ce calcul cynique, je le sens poindre très nettement chez les écoles. Mais vous qui êtes au contact des jeunes, ou qui avez été au contact des jeunes pendant toujours encore, je voyais des gens qui réagissaient à ça en disant: venez voir mon fils de 16 ans, vous voulez vraiment pas qu'il vote, donc il y a quand même chez les jeunes, il faut le savoir, une vraie partie engagée, une vraie partie, j'allais dire, de la courbe de Gauss en haut, celle qui s'en fout un peu mais suit le mouvement, et puis d'autres, les 15% qui s'en foutent complètement. Et si on fait ceux qui sont très motivés et ceux qui sont prêts à suivre un mouvement, ça fait quand même beaucoup de monde en réalité qui pourrait être séduit par des idées humanistes. Jérôme. Non, moi je suis assez partagé parce que je me souviens, j'étais jeune, donc au moment des débats quand Giscard a abaissé de 21 à 18.
Oui, ça on fait avait à beaucoup peu de près polémiques. les mêmes débats. Oui. C'est-à-dire qu'on disait mais non, mais à 18 ans, vous êtes irresponsable, vous pouvez pas voter, c'est pas possible, jamais ça marchera. Au fond, ça s'est retourné d'ailleurs contre lui, puisque il a été battu d'un certain nombre de voix qui sont sûrement des voix de ceux qui sont passés de 21 à 10, enfin de la tranche 21-18 ans, qui ont pu voter, et qui ont sûrement voté largement pour Mitterrand. Mais bon, peu importe. Mais on avait à peu près le même débat, donc. Il ne faut pas l'amener maintenant à 1 an des municipales, parce qu'on voit évidemment la ficelle est assez grosse, c'est clair, mais ça mérite quand même un débat. Tout comme l'abaissement de la majorité pénale à 16 ou à 15 ans, dont je parle assez souvent, est un vrai débat. Oui. Ouais. Jean-Luc ? Moi, je vois pas de difficulté. Sérieusement... il y a un certain nombre de jeunes qui seront décalés par rapport à ça, et une grande partie de la jeunesse qui ne sera pas décalée. Il n'y a pas de grande différence entre 7 et 18 ans. Puis Jérôme vient d'en parler. Si on met la majorité pénale, il faut aussi la majorité élective, par exemple. Enfin, en tout cas, du droit de vote. Juste un mot. Je ne sais pas où sont les mairies vertes en difficulté. Il faudrait me faire des précisions par rapport à ça. À Nantes, et Lyon et Bordeaux, désolé, mais il y a pas mal de soucis. Il y en a une dizaine de grandes mairies de plus de 50 000 habitants, et Nantes, CPS. je ne perçois pas. Nantes, CPS. C'est Grenoble. Et Grenoble, c'est Grenoble, de grandes difficultés dans ces mairies. À Lyon, je ne suis pas certain que ça va bien se passer. Grenoble, Lyon, Strasbourg, Tours, Poitiers. Strasbourg, pour y avoir habité, je peux vous assurer que c'est pas forcément la joie pour les Grenoble, écolos. c'est pas la joie. Grenoble, c'est pas la joie. Et Lyon, il y a Jean-Michel Aulas qui veut s'y présenter. Il a un poids politique très important dans la ville. Donc c'est pas certain. Je m'intéresse beaucoup au foot. Jean-Michel Aulas, c'est un point très important, c'est évident. Enfin, dans les sondages qui sont sortis sur la ville de Lyon jusqu'à maintenant, les Verts qui dirigent la ville et la communauté urbaine, enfin la métropole, sont toujours en avance. Oui, enfin de peu. Ça peut basculer. Ça peut basculer, Jean-Luc, tu le sais bien. On a un petit peu de temps, mais cette Après, question... il faut avoir des bons candidats de l'autre côté, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Cette question à 1 an, des élections... ça peut quand même interroger et poser. Il y a des sujets tellement importants. Moi, c'est ça, quand j'ai entendu ce truc de réforme de. Oui, c'est un peu gadget politique. C'est un peu comme mon coup de gueule, quoi. Mais intéressons-nous aux vrais problèmes, if you please, s'il vous plaît. Même s'il y a un débat sur je pourrais parfaitement entendre un débat, je suis pas fondamentalement contre. Mais l'ouvrir à 1 an des municipales, c'est pas terrible. Après, il y aura les présidentielles. Le timing n'est pas bien choisi. Madame Tondelier, s'il vous plaît, rangez votre dossier de majorité élective à 16 ans, et puis on en parlera là une autre fois. Jérôme, alors ça fait plusieurs jours qu'on souhaitait aborder le sujet, mais c'est vrai qu'avec mort du pape, que j'arrive, heureusement que vous arrivez. Non, mais avec la mort du pape, on a évidemment, il y a beaucoup de sujets qui sont passés à l'as, comme on dit, en particulier ce sujet sur la suppression de l'abattement fiscal de 10% des retraités. Oui. Alors il y a 2 choses en fait dans les réflexions des ministres actuellement, le ministre de l'économie puis la ministre du budget, qui se sont exprimés. Effectivement, ça a commencé il y a une dizaine de jours, puisqu'ils cherchent à peu près 40 milliards d'économies. Entre 40 et 50 milliards d'économies pour la préparation du budget 2026, qui va être voté à la fin de cette année. Et parmi ces pistes, il y a 2 pistes qui concerneraient les retraités. Alors, est-ce que c'est alternatif ou est-ce que c'est cumulatif ? Je n'en sais rien. D'abord, la désindexation dont on avait déjà parlé l'année dernière, vous vous souvenez, qui a fait chuter le gouvernement Barnier, puisque le Rassemblement national avait mis un casus belli sur cette désindexation qui s'était présentée dans le projet de budget et que Michel Barnier a été censuré. Bon. Il y a cette désindexation qui revient encore dans l'air du temps, qui consiste à dire, non, les retraites ne seront pas augmentées au niveau de l'inflation. Bon. Alors l'inflation a baissé, on est plutôt à 2,5 cette année, donc ça voudrait dire qu'il faut revaloriser les retraites de 2,5 en 2026. Bon, c'est plus 4 ou 5% comme ça l'était avant. Et puis le deuxième sujet, c'est effectivement cette affaire d'abattement pour frais professionnels. Alors d'abord, c'est une affaire qui n'a rien à voir bizarrement avec l'abattement professionnel. En réalité, j'ai regardé un peu quand ça a été voté en 78, donc gouvernement Barre, en pleine austérité d'ailleurs, en disant les retraités baissent de revenus quand ils touchent leur pension. Quand ils liquident leur pension par rapport à leur salaire, ils baissent environ entre 30 et 40%. C'est pas négligeable. Non. Et donc, pour compenser ça, on va effectivement leur permettre de continuer à avoir un abattement de 10% pour les frais professionnels. Voilà un peu l'explication de cet abattement. Donc, ça n'a rien à voir avec les frais professionnels. Effectivement, les retraités n'ont plus de frais professionnels. Mais ça permet de
moins chuté en matière de revenus, car la chute est importante. Alors, ça rapporterait à peu près 4 à 5 milliards. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que les retraités ont déjà été, contrairement à ce qu'on dit, ont déjà été mis à caution depuis une dizaine d'années. Hein, on a plafonné sous Hollande, on a plafonné le régime général. Ouais. On a augmenté les cotisations des régimes complémentaires. L'Agirc-Arrco, on a augmenté les cotisations. On a plus ou moins désindexé, parce que si vous regardez l'évolution, ça n'a pas évolué en fonction de l'inflation. Ça a évolué de manière inférieure à l'inflation depuis une dizaine d'années aussi. Et enfin, quatrièmement, quand Macron est arrivé, la CSG sur les retraites a augmenté. Bon. Donc, si vous voulez, dire qu'il faut faire cotiser encore un peu plus les retraités, c'est déjà le cas. J'ai nommé ces 4 mesures principales depuis 10 ans. Deuxièmement, le régime par répartition. Si on réfléchit bien, alors les gens ont l'impression qu'ils cotisent pour eux, pour leur retraite. Bon, en réalité, non, ils cotisent pour la retraite de ceux qui sont déjà partis. C'est un peu l'ambiguïté du système. Sauf les fonctionnaires, qui ont un système qui s'appelle la préfond, qui est un système par capitalisation qui ne dit pas son nom et qui permet de mettre un complément de retraite. Quand vous liquidez votre retraite, vous avez le régime général, vous avez le régime complémentaire, et puis vous avez la préfond qui est un régime par capitalisation. Aucun gouvernement jusqu'à maintenant, qu'il soit de droite ou de gauche, n'a touché à ça et surtout n'a étendu au secteur privé le régime par capitalisation. Et alors pourquoi est-ce que ce verrou a sauté ? Je ne sais pas. C'est le PER quand même pour les salariés du privé. Ils peuvent pas capitaliser. Mais c'est pas les avantages de la préfond. C'est pas un vrai régime par capitalisation. Donc, si vous voulez un vrai régime par capitalisation, il faut le mettre en place. Je ne vois pas ce qui s'y oppose. Sur les retraités, toutes les études démontrent que les retraités français, par rapport à de nombreux retraités européens, sont plutôt mieux traités. En fait, sur le plan de la suite. Ça dépend. Les retraités suédois, non, ils ont un régime par capitalisation. On peut prendre des pays scandinaves, mais en gros, ils ne sont pas les plus maltraités. Et puis, tout le monde a été mis à l'amende ces dernières années, pas que les retraités. C'est vrai que là, on a listé un peu là où ils ont été mis à contribution, mais tout le monde a été mis à contribution. Donc, l'idée, c'est que pourquoi exclure une population plus qu'une autre ? C'est ça qui me dérange au fond. Je dis pas qu'il faut les taxer forcément, retirer. Et puis, il y a aussi un problème. Il y a des petites retraites et il y a des vrais retraités qui ont des moyens supplémentaires. Et c'est peut-être aussi ce fine-tuning qu'il faut faire. Alors, je vous donne la parole, Jean-Luc, dans un instant. Petite pause de pub, mais on se retrouve très très vite et vous pourrez réagir. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. D'accord. Valérie Expert. De retour avec vous pour le 10h midi et mettez-vous d'accord. Alors Jean-Luc Benamias, sur cette proposition de suppression de l'abattement fiscal de 10% des retraités, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas l'impression qu'il y ait une majorité possible par rapport à cela, ni à l'Assemblée ni au Sénat, premièrement. Deuxièmement, ces 10% sont quand même au-delà de 4 500 €, il n'y a pas de baisse. Donc ça ne touche pas les retraités riches qui peuvent pas aller plus loin, c'est 4 500. Alors 4 500 par rapport à des personnes très riches, c'est rien, mais 4 500 par rapport à des populations et la population des retraités n'est pas très... En moyenne, touche en gros 2000, 2500 €, et encore je suis dans une moyenne sans doute haute. Voilà, donc on est sur une... pour moi, ça ne passera pas, d'une part, et deuxièmement, le gain est assez insignifiant. Le gain pour l'État. Pas tout à fait, parce qu'en réalité, le gain attendu, il est d'environ 5 milliards, donc c'est pas vraiment insignifiant, mais tu as raison, ça va toucher effectivement, en réalité, les classes moyennes, ce qu'on appelle les classes moyennes, moyennes inférieures, voilà, puisqu'il y a environ 11 millions de gens qui vont voir leur impôt augmenter, donc leur retraite nette baisser. Et il y a quand même 500 000 personnes, a priori, selon les premières simulations, qui vont devenir imposables. Qui ne l'étaient pas, qui vont devenir imposables. Alors, pas une grosse imposition, mais enfin, c'est très symbolique. Donc, moi, je ne sais pas s'il y a une majorité ou pas, mais cette affaire est mal embarquée. Et je trouve que c'est une erreur de communication majeure que de revenir là-dessus. Mais en deux points, si je dois résumer la question, c'est... le premier, c'est... En fait, on ne parle pas du vrai sujet qu'est la dépense publique derrière, ou la manière dont l'État
administre les choses ou la manière dont on dirige l'argent public. Je trouve que derrière, en fait, on ne se pose pas la question du périmètre d'action de l'État, ce qui est pour moi un vrai problème à ce niveau. Et le deuxième point, c'est toujours les mêmes vieilles recettes qu'on ressort. On n'avance pas sur ce sujet. Et pour moi, on navigue à vue. En fait, on n'a pas de politique claire sur ce sujet. On n'a pas de vision, on n'a pas de projet politique et on ressort sans arrêt les mêmes recettes. Donc c'est quand même grave, d'autant plus que ça va essentiellement toucher des retraités pauvres ou moyens. Donc je trouve cette idée mauvaise, même si le sujet de l'abattement fiscal pourrait être repensé. Mais la manière dont c'est amené, c'est une mesure totalement impopulaire qui va toucher en plus l'électorat d'Emmanuel Macron, puisque c'est. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont, par exemple, Laurent Wauquiez en a parlé. Ce que je trouve. Il a dit quelque chose d'intelligent. Je te laisse libre de tes propos. Il a dit quoi? Mais en gros, c'était de dire que c'était un scandale absolu. Ok, très bien. Mais on le sent bien que c'est pas par rapport à une vision politique claire. C'est parce que c'est son électorat. Donc il ne faut pas toucher à son électorat. Oui, il y a toujours évidemment parce qu'il y a aussi le sujet des arrière-pensées politiques. Voilà, le sujet des retraites, il ne faut jamais l'oublier, mais ce sont les retraités qui votent le plus et le poids électoral des retraités est très important. Donc quand on s'attaque au sujet des retraites, peu importe l'angle par lequel on le prend, on s'attaque toujours au sujet du vote par derrière. Mais écoutez, jusqu'en 82 en France, on avait des retraites on partait à la retraite à 65 ans. Est-ce que les gens s'en portaient moins mal? J'ai pas l'impression. Non. Bon. Alors, ce qui est étonnant, c'est en Italie quand même. Non, elle a réussi à réduire le déficit de 70% et à mener une politique. Alors c'est quand même un peu bizarre pour nous de regarder Madame Meloni, mais quand même ils ont réussi, pour rejoindre ce que je disais, à aller sur des vraies économies et puis visiblement un pays qui repart. Mais je me souviens quand je suis un peu dubitatif sur les chiffres qu'elle vient d'annoncer. Tout le temps, de toute façon. Non, je suis dubitatif. Je voudrais qu'on avance drapeau en berne pour la mort du pape. Qu'en pensez-vous? Je ne crois pas que c'est une question de gauche-droite. Une laïcité à géométrie variable. Mehdi Raich, notre spécialiste laïcité. Diplomatiquement, ça se justifie. C'est un chef d'État. C'est un chef d'État, donc là-dessus, j'ai rien à dire. Politiquement, je trouve ça un peu maladroit. À titre personnel, moi, ça m'intéresse pas. Je suis athée, donc j'ai jamais cru de ma vie. Donc le sujet du pape, pour moi, est pas très intéressant. Mais je trouve ça politiquement maladroit, puisqu'on est dans une société qui est quand même sous tension religieuse. Et je peux comprendre que certains vont se poser la question, et on le voit déjà à gauche, avec Alexis Corbière notamment, qui disent que finalement, l'État ne respecte pas sa neutralité. Donc je peux comprendre ce sujet, mais bon, c'est pas... C'est incompréhensible. Ça me passionne pas, je vous le dis. C'est pas passionnant, puis c'est surtout de quoi on parle. Un des chefs d'État meurt, on met les drapeaux en berne, et je les vois encore tourner en rond comme des toupies sur des sujets. En plus, je pense que politiquement, ça va les desservir. Très franchement, je pense qu'ils font une grossière erreur et c'était un chemin sur lequel il fallait pas aller. J'ai pas compris votre position. Qui ça va desservir? Les gens qui disent que faut pas mettre les drapeaux en berne. Parce qu'évidemment, j'en suis convaincu que personne n'aurait été choqué s'il n'y avait pas eu cette polémique et personne n'en aurait parlé d'ailleurs. Je suis encore étonné. Un peu, ça revient quand on sort des sujets comme ça et ça permet d'exister plus que d'aller sur des sujets de fond comme d'habitude. Caroline Fourest, en l'occurrence, dit bon courage aux profs pour expliquer le concept de laïcité. Bon courage aussi pour lutter contre les islamistes, contre les islamistes qui vont se servir de cet argument pour prôner ce 2 poids 2 mesures. Je vois pas de poids de mesure, moi personnellement, d'un point de vue diplomatique. C'est-à-dire que politiquement, certains peuvent les récupérer, et là-dessus c'est tout à fait vrai, en disant que c'est un 2 poids 2 mesures. Ça, faut pas c'est à nous de contrer. Ceux qui ne trouvent rien à redire à cette affaire, c'est à nous de contrer ces exploitations politiques, parce qu'en réalité, effectivement, parce qu'aujourd'hui on le fait. On a un chef d'État et un chef religieux. Bon, chef d'État, il est Jean-Paul II. On a mis des drapeaux en berne pour Jean-Paul II aussi. Alors, à l'époque, c'était M. Bayrou qui contestait. Oui, absolument. J'ai vu ça. C'est assez comique. Mais voilà ce que dit Caroline Fourest. L'histoire de France, c'est la loi de 1905. Les drapeaux en berne n'apportent rien à une émotion sincère. En revanche, ils vont faciliter la propagande islamiste et compliquer la tâche des enseignants chargés d'expliquer que la laïcité s'applique à tous. Mais pourquoi on reste toujours dans le défensif? Soyons fiers de ce que nous affirmons et défendons-le. Non, mais il y a l'argument du chef d'État qui peut s'entendre. Jean-Luc, vous en pensez quoi? Je pense que
faut rester sur la loi de 1905 et pour une fois je suis d'accord avec Caroline Forest. C'est pas souvent le cas. Bon après c'est pas non plus un énorme problème. Hein. Non, c'est pas un énorme problème. Faut être sérieux. Mais quand même, il y a quand même. Moi je veux bien chef d'État. Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'on dit. Le Vatican est un chef d'État. Non mais c'est quoi cet État? C'est quand même un État totalement religieux. Et il y a la séparation de l'Église et de l'État au niveau français. Je comprends, c'est pas une polémique très intéressante, mais je comprends qu'il y ait un débat par rapport à cela. Voilà, moi j'ai du mal à considérer, je respecte tout à fait les catholiques, je respecte le pape parce que c'est une personnalité reconnue par rapport à des gens qui croient. Moi, je ne crois pas. Mais voilà, mais après ça, le chef d'État, non. Chef d'État de rien. Par contre, ça soulève un autre sujet. C'est un chef d'État, point à la ligne, ça on peut dire. C'est un chef d'État. Ça, c'est incontestable. Mais c'est pas parce que c'est un confetti, le Vatican, que c'est pas un chef d'État. Par contre, ça soulève un autre sujet, c'est le retour du fait religieux et de la religion dans la société. Qu'il y a un vrai retour à ce niveau. On parlait du nombre de baptêmes qui augmente. Il y a un vrai sujet à ce niveau et quand je parle de tension religieuse, pour moi c'est ça. Mais ça fait sur un certain nombre de religions, ça fait très longtemps que ça a lieu. Nous on découvre ça, les catholiques, parce que effectivement ça vient de... On essaye de le mettre en exergue un peu, on en parle, etc. Mais dans la religion juive et dans la religion musulmane, vous avez des jeunes qui s'engagent de manière extrêmement identitaire. Moi, ça me frappe. Quand je rencontre, dans le 17e, il y a une forte communauté juive, hein, comme vous le savez, parce que c'est la plus importante d'Europe, maintenant. Il y a beaucoup de jeunes qui sont fiers de leur identité religieuse. Et c'est là où je suis tout à fait nouveau. Si je peux me permettre, sur la religion juive, je voudrais juste ajouter un des dogmes de la religion, c'est de s'insérer dans le pays où on est accueilli. C'est une règle élémentaire. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi vivre son culte ou vivre sa spécificité, mais en tout cas avec l'idée de s'insérer parfaitement là où on est accueilli. Tout à fait. Non, mais reprenez l'article, la tribune de Jean-Pierre Denis, qui parle de ce verrou qui a sauté de la religion sur la place publique. Avant, la foi, c'était pour soi. Maintenant, je vois un auditeur qui me dit, depuis qu'on a mis la laïcité avant, on a des problèmes. Pourquoi on a mis la laïcité en avant? Pourquoi? Posez-vous la question, Stéphane. Pourquoi on ne parlait pas de laïcité avant? Parce qu'il n'y avait pas ces problèmes, parce qu'il n'y avait pas ces revendications religieuses partout. Enfin, les Juifs, en ce moment, ils ont tendance à se cacher. Hein. Absolument. Non, mais on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de Beth Aram et des attaques contre les agents pénitentiaires et contre les prisons. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On est ensemble avec vous jusqu'à midi. Parlons peut-être de l'affaire Beth Aram avec l'interview de la fille de François Bayrou qui a 53 ans aujourd'hui, Hélène, et qui témoigne dans Paris Match des violences dont elle a été victime à Beth Aram. C'est un témoignage assez fort. Elle dit qu'elle ne l'a jamais dit à ses parents. Elle aurait appelé son père hier seulement pour le lui dire. Ça pose un certain nombre de questions. On peut effectivement garder un secret de famille. Moi, ce qui m'interroge toujours, c'est le rapport aux médias et le besoin de témoigner dans Paris Match sur un fait comme celui-là. Je ne pense pas qu'elle lui a rendu service à François Bayrou en allant témoigner, en allant ouvrir la bouche comme ça dans un média comme Paris Match, parce que au fond... si elle avait été battue et qu'elle l'a pas dit, ok, mais ça conforte l'idée qu'il y avait des violences et que ça aurait dû remonter à un moment ou à un autre. Et on le sait maintenant, c'est remonté d'une manière ou d'une autre, pas assez haut, pas assez loin, pas assez vite, sans doute. Mais en tout cas, ça ne va pas l'aider, à mon sens. Oui, et puis il y a une partie, dans ce qu'elle dit, qui est intéressant, c'est que son père n'était pas au courant. Il ne l'a jamais dit à son père. Et maintenant qu'elle le dit dans Paris Match, les gens diront, mais attends, c'est tellement gros. Comment ça se fait que ton père n'était pas au courant? Non, mais le problème, c'est que ça devient très tard et que moi, je ne sais pas s'il m'était arrivé ça dans un pensionnat catholique. J'en ai fréquenté un certain nombre, ça ne m'est pas arrivé. Je sais que c'est arrivé à d'autres, hein, donc on savait tous que ça arrivait. Si ça m'était arrivé, moi, j'aurais pas attendu 53 ans pour le dire. Mais ça, c'est très personnel. Parce que vous ne connaissez pas la situation familiale. Non, d'accord, mais porter cette affaire... Alors oui, Valérie, vous avez raison de dire que c'est très personnel, mais porter cette affaire, c'est arrivé quoi? Elle avait 15 ans, 16 ans, 15 ans. Elle a...
40 ans pour porter ça. Oui, mais si ça c'est possible, c'est pas ce qui me surprend, ce qui m'étonne, c'est qu'au moment où l'affaire éclate, c'est peut-être le moment de révéler à sa famille. Est-ce qu'on va... Franchement, après, chaque personne réagit différemment. Mais aller faire ces révélations dans Paris Match avant de le faire à vos parents et dans un bouquin, moi, j'avoue que ça me laisse pantoise. Jean-Luc ? Histoire compliquée. Ouais. La famille Bayrou, c'est une grande famille. Il y a beaucoup d'enfants. Je savais pas qu'il avait une si grande fille que ça. J'en ai connu d'autres dans sa famille qui étaient plus jeunes. C'est très compliqué. La maman est totalement impliquée pas impliquée dans les violences, hein, impliquée dans Betaram en tant Elle était prof. Ouais, pas prof, elle était prof de religion, instruction religieuse. Voilà. Implication, ça tombe. C'est ça que c'est étonnant, mais moi je suis pas étonné que ce genre de choses sortent très tardivement. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Moi c'est la démarche. Je vois le tweet de quelqu'un qui dit, résumons, il ne savait pas mais sa femme était prof et témoin de lynchage d'élèves. Il savait pas mais une prof l'a interpellé oralement et par écrit. Il ne savait pas mais sa fille s'est faite lyncher elle aussi. Il ne savait pas mais il a pris rendez-vous avec le juge d'instruction pendant 2 heures à ce sujet. Il ne savait pas mais il a lancé quand même une inspection quand il était ministre. Ça pose un certain nombre de questions. Effectivement. Il passe en commission le 14 et il passe juillet, le 14 mai, je crois. Non, mais le 14 mai. Non, mais sur la fête nationale, je suis bêté. Non, mais. Mais c'est vrai que, bon, après, les violences sur les enfants, les choses comme ça, c'est parfois c'est très très compliqué de les partager et de les dire. Mais à partir du moment où il y a une libération de la parole, il semble que vous avez des relations familiales très compliquées et là on n'est pas au courant. Moi je pense qu'il y a peut-être un problème entre elle et son père. C'est possible, mais en tout cas, Betaram, c'était quand même relativement connu comme un établissement qui enfreignait toutes les règles de la bienséance et de l'éducation normale d'enfants. C'était connu. C'est pas le seul endroit. Jérôme, oh là là, ne m'en parle pas. Élargissons à la problématique qui a existé dans l'Église catholique, notamment française, qui a pris les choses en main en France de manière absolument radicale depuis maintenant plusieurs années, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers de cas de violence. Bien sûr. Et donc on reste sur Betaram, parce qu'évidemment ça touche le Premier ministre aujourd'hui, mais il sort un certain nombre d'affaires, tout le monde est au courant, puisque c'est dans les journaux, dans différentes écoles privées, et souvent catholiques. C'est un des problèmes qu'ils ont. C'est ce que je viens de dire. Moi, je le répète, je l'ai vécu. La façon dont ils l'ont géré. Je l'ai vécu. La façon dont ils l'ont géré, enfin, mais tardivement, mais quand même, avec une commission indépendante qui continue à prendre des décisions aujourd'hui, hein. Non, mais alors, vous comprenez. Elle justifie, j'ai l'interview sur les yeux, elle répond à la question, vous n'en avez pas parlé à vos parents, elle dit, je suis restée 30 ans dans le silence, en dehors de cela, pas une allusion à personne, mon père, j'ai peut-être voulu le protéger inconsciemment, je pense des coups politiques qu'il se prenait localement, et il en prenait, la violence a toujours été là, même lors de ses premiers mandats, et donc, vu la question qu'il m'a posée très récemment, en fait, le Canard enchaîné l'a contacté pour réagir, il m'a demandé, c'est vrai, tu dis quoi, tu penses quoi, et j'ai un peu la trouille, tu vas me dénoncer suite aux révélations. Je ne réponds pas, tu verras, il ne sait pas que je suis victime et il ne sait pas que je vais témoigner en tant que victime. Mais oui, mais précisément, son argument ne tient pas. Le Bayrou est à l'apogée de sa carrière. Il est Premier ministre, il rêvait ça depuis des années, et c'est le moment où elle choisit pour effectivement révéler ça. Enfin, moi, je comprends pas. Non, mais dans ce qu'elle dit, j'ai du mal à comprendre. Il y a un passage qui est intéressant lorsqu'elle dit je disais ça pour protéger mon père parce qu'il se prenait des coups politiques, même localement. Oui, mais là, c'est encore pire. Oui, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même une omerta parce qu'il y avait pression politique ou parce qu'il fallait pas. Parce qu'il y a le jeu politique local. C'était sa fille, hein, donc si on est d'accord. Mais ça montre bien qu'il y a une énorme problématique à ce sujet, c'est que tout le monde protège tout le monde. Même de manière indirecte. Il y avait une omerta pour ne rien dire, mais tout le monde savait, hein, quand même. C'est ça qui est fou. C'est fascinant à ce niveau-là. C'est fascinant, c'est un cas d'école. Ce qui nous fait dire, on l'a dit souvent Valérie, c'est que François Bayrou passe, à mon avis, plus de temps avec ses conseillers à gérer l'affaire Betaram qu'à gérer des sujets importants comme ceux du déficit. Alors, dans Paris Match, on lui pose la question, à votre avis, votre père savait-il ce qui se passait à Betaram? Évidemment, on peut penser qu'il a eu toutes les infos, mais lui, comme les autres parents, était très très impliqué politiquement, localement, lui davantage, mais je ne le mets pas au même niveau que tous les parents. Plus on est intriqué, je sais pas, moins on voit, moins on comprend, et puis il y a plus il y a de témoins, moins ça parle, savoir et voir sont les deux verbes les plus attaqués
attaquée de l'intérieur dans le système pervers. Elle dit qu'elle a de très bonnes relations avec son père. Lui et moi, on se parle très franchement, on s'aime beaucoup. Il sait ce que je pense de certains de ses choix, mais on n'en parle pas. On a un mode de communication plutôt bref. De commutation aussi. De la connivence. Avant de raccrocher, il m'a dit un truc hyper sympa, je te fais confiance, partout où tu iras, j'irai. Comment va-t-il réagir en lisant le livre? Il me fera peut-être une blague ou il me lira un vers de poésie. Bref, no comment, ouais. mais moi, ça risque, je trouve ça très bizarre. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour lui en tout cas. Devant la commission, ça va être compliqué. Sa fille confirme qu'il ne savait pas. Maintenant, on peut s'interroger sur. Moi, l'histoire de famille, c'est l'histoire de famille. Oui, absolument. C'est l'équité absolue. Après ça, ce que nous savons aujourd'hui. Des faisceaux de preuves entre guillemets font que il était impossible de ne pas savoir. Ça rejoint, il y avait le documentaire, plusieurs fois j'en ai entendu parler ici, dans cette même émission, la congrégation du silence, si je me trompe pas. Mais moi je vous confirme ce que j'ai vécu. C'était ce sujet-là. Je vous confirme ce que j'ai vécu dans un pensionnat catholique, qui était un pensionnat de garçons bien évidemment, qui allait du primaire, de la 6e jusqu'à la terminale. C'était un énorme bahut, il y avait énormément de gens, des centaines de garçons. Moi, j'ai pas été victime de ça, mais tout le monde se taisait. Bien sûr. Tout le monde se taisait, y compris les parents d'élèves. Tout le monde se taisait. Y compris la hiérarchie catholique, y compris les professeurs. Il y avait un silence total. Surtout la hiérarchie catholique. Quand on regarde... Non, pas seulement les parents d'élèves aussi. Quand on regarde l'affaire Abbé Pierre... Non, mais c'est autre chose, l'affaire Abbé Pierre. Non, c'est pas autre chose. Si, c'est autre chose. Non, c'est l'omerta. Il n'y avait pas de... Le Vatican savait en 45. Ou 55. Le voyage aux États-Unis, là où ils étaient. Oui, ils savaient. Non, mais les pensionnats, c'était totalement différent. C'était des centaines d'élèves par an. C'était une relation entre le corps professoral ou le corps encadrant, le pensionné, si je puis dire, l'élève, et puis le parent d'élève. Avec l'Abbé Pierre, il n'y a pas de parents d'élèves. Là, les parents d'élèves aussi se taisaient. Qu'est-ce qui fait tenir ce système-là ? Cette omerta. C'est pas juste un déni volontaire de chacun des autres. Non, on avait l'impression, les parents d'élèves avaient l'impression qu'en attaquant... Non, c'était pas normal. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal précisément. Mais qu'en attaquant ce prof ou ce surveillant ou cet encadrant religieux, on attaquait le système. Voilà, c'est tout. Donc, vous voulez pas attaquer le système. Vous êtes parent, votre enfant passe avant le système, me semble-t-il, non ? À l'époque, non. Le côté statutaire d'être dans cet établissement et d'en être exclu si on dénonce quelque chose. Et ce qui expliquer cette relation sociale à appartenir au lycée privé catho de la ville, qui représentait peut-être une réussite ou quelque chose, un aboutissement pour des familles. C'était une espèce d'élite, effectivement. C'est quasiment une question de distinction. C'est la place qu'on a au sein de la communauté. Il y a un peu de ça. Mais on était encore dans une société très figée où il y avait des normes, etc. Et ça ne bougeait pas. Et aujourd'hui, la parole est libérée, mais à l'époque, la parole n'était pas libérée. Elle était complètement cloisonnée. Des dizaines de milliers de vies brisées. Mais cette époque, Jérôme, malheureusement, cette époque n'est pas si ancienne. Il y a 30 ans. Non. Il y a 40 ans. Non, même pas. Bétaram, ça remonte jusqu'à... Bétaram, oui. Non, ce dont je parle, c'est il y a 40 ans. Au fait, dans le scoutisme, souvent catholique, avec des curés ou des intervenants religieux dans les différents camps de scoutisme, les centaines de cas, si ce n'est les milliers malheureusement, de cas dont on parle, c'est bien des cas qui ont duré pendant des dizaines d'années, qui ne sont pas si anciens que cela. Vu que, je le répète, l'Église catholique, vraiment française, a pris le taureau par les cornes et elle s'en est vraiment occupée, que depuis, il y a cette commission indépendante fait vraiment son travail. Je pense que les choses ont bougé, elles ont mis un temps fou à bouger, et c'est pas si ancien que ça. Bon, je vous encourage à aller lire cette interview dans Paris Match avec... Voilà, vous ferez votre jugement. Non, mais c'est intéressant, elle a changé de nom, elle a repris le nom de sa mère, parce qu'elle ne voulait pas être identifiée à son père. Il y a un certain nombre de choses, d'éléments... Le signe étonnant quand même. Mais politiquement, c'est explosif pour François Bayrou, bien sûr. Ça n'aide pas. C'est pas le rendre service, c'est pas lui rendre service. C'est une bombe à fragmentation. Là, c'est toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau sur ce sujet. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de ces attaques contre les prisons et contre les agents pénitentiaires.
Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Expert. Attaque de prison, agents pénitentiaires menacés, attaqués, des véhicules incendiés. Qui se cache derrière ces attaques? Qui télécommande, téléguide ces attaques? Visiblement, c'est en tout cas assez bien organisée et assez bien contrôlé. Ce matin, Bruno Retailleau évoquait 65 faits depuis 10 jours. L'extrême droite, l'extrême gauche, ça fait penser, certains évoquent action directe. Je ne sais pas qui... comment... Non, je vous vois hocher la tête, Jean-Luc. Parce que j'ai lu un article comme vous, sans doute, dans un journal, je ne sais plus lequel, un quotidien, un spécialiste disait ça ne ressemble pas du tout aux actions de ce qu'on appelle l'ultra-gauche. Il s'agit pour moi, mais je n'en sais pas plus évidemment, de narcotrafiquants qui sont d'ailleurs complètement cinglés, parce que quand j'ai regardé les actus hier soir, ils se trompent même de maison parfois. Mais c'est là que c'est curieux. C'est que ça fait quand même amateur. Ça fait quand même amateur. Des trafiquants qui trafiquent, ça. Même bizarre, les armes utilisées, ça fait quand même très amateur. Le fait de se tromper de maison, c'est quand même très amateur. Je peux comprendre que c'est pas. Enfin, il y a 3 ou 4 possibilités. C'est soit l'extrême gauche, soit une entité extérieure, une ingérence étrangère, soit des narcotrafiquants. Il y a une association pour des traitements humains dans les prisons ou des choses comme ça. Mais ça peut être une revendication fictive, c'est-à-dire que c'est auparavant. Donc en fait, on ne sait pas trop. Moi, je plaiderais plus effectivement pour les narcotrafiquants. Mais on n'est pas non plus à l'abri que ce soit une ingérence étrangère qui se sert du narcotrafic pour faire ce type de choses. Évidemment. Mais il s'agit quand même ils sont armés, d'après ce que j'ai lu. Ils sont armés d'engins de guerre. Oui, il y a eu des Kalachnikov sur la prison de Toulon, des tirs de Kalachnikov. C'est très disparate. C'est très disparate. Non, ce qui est absolument terrifiant, c'est qu'il y a des agents pénitentiaires qui sont menacés chez eux. Oui, c'est ça. Ça, c'est terrible. Avec de l'intimidation. On connaît leur famille, on connaît leur lieu de vie. Enfin, c'est terrifiant. Donc c'est amateur, mais il y a quand même un certain nombre de faits des informations. avec des informations très précises. Là, on est forcément face à des gros bonnets qui donne ces informations-là, c'est pas non plus très compliqué de trouver l'information où habitent les agents pénitentiaires. Mais si vous êtes un abruti, entre guillemets, un petit délinquant, faut être organisé. C'est là où il faut être organisé, un peu de méthode, il faut un peu de moyens. Faut un peu de moyens parce qu'il y a des gens et il y a des armes. Donc oui, ça peut pas être des pieds nickelés, à mon avis. Et se tromper d'appartement, la police parfois a défoncé des portes en voulant faire des perquisitions. Et ils ont déchiré le voisin. Donc c'est pas arrivé que... Mais c'est quand même, c'est assez inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. Les menaces, les cocktails Molotov qui sont balancés dans les immeubles, dans les halls d'immeubles des agents pénitentiaires, c'est absolument effrayant. On se souvient, vous vous souvenez des cas de ces policiers qui avaient été exécutés chez eux parce qu'on les avait ciblés. Donc il y avait déjà des gens qui avaient les adresses. Bon, alors effectivement, tu dis que les adresses, c'est facile à trouver. Ok, mais enfin, là, on arrive à des menaces qui sont extrêmement préoccupantes. Les 65 faits. 65 faits, certains ont été... il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en place pour protéger les établissements. Les agents pénitentiaires. Moi, ce que j'espère, c'est un peu comme pour revenir au premier sujet de Mayotte, c'est que l'État, faut qu'il fasse une démonstration de force. Parce qu'il y a les moyens en zonant les téléphones, en faisant plein des enquêtes. Il y a déjà des gens arrêtés, il y a des suspects arrêtés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut marquer très très fortement et fermement ce sujet-là, parce que sinon, c'est un peu la fête. D'autres pourront faire la même chose. Et c'est là où l'État doit être. Oui, mais faut aller au-delà des incantations. C'est juste ce que je veux dire. Je crois que c'est 125 enquêteurs, plus 30 dans la. Il y a déjà 3 personnes arrêtées. Bon, voilà, 3 personnes. C'est un début. Il faut on verra continuer. Ce que ça donne. Mais par contre, ça dit beaucoup sur si c'est le crime organisé derrière et le narcotrafic. On est sur un autre type de narcotrafic. Moi, j'ai une petite pensée pour les agents pénitentiaires, parce qu'ils vivent dans des conditions épouvantables. Enfin, d'abord, ils sont mal rémunérés, premier point. Deuxième point, on leur paye, quand on a le temps, l'État leur paye leurs heures supplémentaires, les primes, etc. Tout ça, c'est payé quand l'État en a envie, ou en a les moyens. Enfin, c'est absolument effrayant. Et maintenant, ils sont menacés jusqu'à leur domicile. Enfin, c'est vraiment des conditions terribles.
Oui, et donc ça vise, si, on en parle quand même. On en parle parce qu'il y a ces incidents-là. Oui. Bon. Ah oui, vous voulez parler des conditions de travail, qui sont effectivement. Pourtant, il y a des campagnes de recrutement parce qu'on manque de personnel. Quand je vois les campagnes un boulot engagé, un boulot de partage, quand je vois les campagnes de communication, je me dis waouh. Personne n'a envie de faire ça. Jean-Luc Benamias. Il y a deux métiers extrêmement infirmier psychiatrique et agent pénitentiaire. Hein. Oui. Ce sont des métiers. Par ailleurs, potentiellement dangereux. Oui, Jean-Luc a raison, en plus c'est des parents pauvres, c'est-à-dire que ce sont des sous-rémunérés et une sous-attention de l'État sur ces sujets. Oui, et en sachant, alors j'ai entendu moi un surveillant dire qu'il aimait son métier et que il s'était enrichi dans ce travail. Maintenant, il faut savoir effectivement qu'ils peuvent être corruptibles. Mais vous avez des professeurs qui adorent leur métier et des professeurs qui écrivent des bouquins en disant dans mon école c'est l'horreur. Donc il y a des gens heureusement qui sont heureux. Il y a des masos. Oui. Le problème c'est qu'ils sont corruptibles aujourd'hui compte tenu du faible. Regardez, il y en a qui s'est fait arrêter là pour trafic de téléphone là récemment, téléphone cannabis. Mais ils sont effectivement victimes d'intimidation. Il y en a un qui a été menacé, surveillant, tu as peur maintenant. Donc l'idée c'est la terreur, c'est du terrorisme là. Hein, il y a un point qui est très 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 préoccupant, c'est qu'on parle de 65 faits à divers endroits du territoire. Connu, parce qu'on n'a pas tous les chiffres. Oui. Donc ça veut dire potentiellement une organisation entre plusieurs organisations de narcotrafic qui s'allient pour faire ce type de choses. Là, c'est très préoccupant. C'est-à-dire qu'on est sur une formation de cartel. On voit déjà que la DZ Mafia, elle n'est pas juste implantée à Marseille. Il y a des, je crois, il me semble, à Poitiers, où il y a des... surtout à Dubaï. Voilà, donc... Avec des influenceurs. Mais on voit que c'est une évolution à ce niveau, et là on est potentiellement vers des choses qui ressemblent plutôt au Salvador. Regardez ce qui se passe en Belgique et aux Pays-Bas, pas la peine d'aller au Salvador. Hein. En Belgique et aux Pays-Bas, il y a maintenant des menaces très claires sur les hommes politiques, sur les élus, en disant si tu fais pas ça, je te zigouille ou je tape sur ta famille. Mais là, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait quand même une dizaine de jours maintenant. Qu'est-ce qui peut... Oui, Jean-Luc ? Je pense que à ce niveau-là, les forces de police sont plus qu'au travail, puisque ça dépasse l'entendement. Donc je les crois responsables, non pas de ce qui se passe, mais de fait d'aller vite et de réagir, parce que c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Par rapport aux forces de police, je pense qu'elles sont mobilisées de A à Z. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui m'étonne, moi, c'est que les cartels, quand vous écoutez un peu, ils aiment pas quand il y a trop de bruit. Ils aiment pas quand c'est un peu le bordel autour d'eux. Donc je me dis, parce que quand même les saisies de cocaïne ont été records cette année. Donc est-ce que faire la promo du cartel qui peut menacer qui veut, quand il veut, dans toute la France, selon les personnes incarcérées, parfois je me dis, c'est étonnant de leur part, parce que ils sont évidemment violents, mais ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes et ils aiment pas quand parce que ça va remuer la police et ça va évidemment mobiliser tout le monde. On est à l'ère du TikTok. Oui, c'est ça aussi. Il y a aussi une manière, il y a une démonstration de force. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une cartel. C'est peut-être aussi des mafias. Aujourd'hui, on prend clairement ce chemin. Hein. Et ce qui se passe aux Pays-Bas et en Belgique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est typiquement ça. C'est typiquement ça, c'est-à-dire une organisation territoriale très bien organisée, avec beaucoup de moyens, et qui arrive à déstabiliser le pays. C'est une déstabilisation. C'est vrai que il y a eu des menaces très claires. Quand on en vient à menacer de mort carrément les gens chez eux ou à vouloir les tuer, ou on a eu le cas aussi de la DZ Mafia qui a commandité un meurtre à travers une prison, c'est que vous êtes dans un autre type de banditisme. Les moyens derrière sont colossaux. Oui, c'est ça. Aussi derrière. Mais ce qui est étonnant et le paradoxe, c'est qu'effectivement, les trafiquants plutôt ont envie de faire profil bas et qu'on se mêle le moins possible de leurs affaires. Sauf qu'à un moment, ils sentent que cette affaire de regroupement dans les prisons, dans deux prisons, ce qu'a lancé Gérald Darmanin, des gros bonnets de la drogue, effectivement, ça les déstabilise visiblement beaucoup. Et sur ce sujet, il y a eu, j'invite les gens à s'intéresser à ce qui s'est passé en Russie. Ça s'appelait la guerre des soukas. Souka en russe, ça veut dire chienne. Et juste je sais plus, fin des sorties de la guerre, ils ont réuni les plus grands bandits dans des prisons, donc ils ont tout centralisé. L'URSS a jeté les clés et en fait, ce qui est sorti, c'est ce qu'on appelle les voris. C'est-à-dire les plus gros, en fait, ça a tellement été violent dans ces prisons-là.
Les criminels se sont tellement assassinés qu'il ne restait qu'une portion congrue. Et la portion congrue qui en est sortie, c'est la mafia qu'on a aujourd'hui. Donc la logique de tout concentrer dans quelques endroits peut aussi avoir des effets particulièrement néfastes par la suite. Non, mais dans ce cas-là, il ne faut pas les faire sortir. Bah non. Il faut jeter les clés. Merci à tous les 4. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.